bonjour à tous, moi je suis ravi de vous rencontrer comme ça à distance. Je vais vous parler de Deliveroo. Avant de vous en parler, je me présente en 2 secondes. Moi je suis le General Manager de Deliveroo en France, donc concrètement ça veut dire quoi? Mon rôle ça a été de créer Deliveroo en France, qui est une entreprise, une start-up anglaise, donc j'ai créé la filiale. J'ai lancé les opérations avec l'équipe et je gère depuis son développement. Qui ne connaît pas Deliveroo? Ok, donc très peu de monde. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour les quelques-uns qui le connaissent pas, ce qu'on fait chez Deliveroo, c'est ça. Alors ça tombe bien, il est 12h30, on a une demi-heure ensemble. Si vous avez vraiment très très faim, vous dégainez votre iPhone et vous allez pouvoir commander. Et normalement, à la sortie de la conférence, vous devriez avoir un plat qui est bon, qui est chaud, qui est bien préparé. Parce que ce qu'on fait en fait chez Deliveroo, c'est qu'on sélectionne les meilleurs restaurants de votre quartier, de votre ville, et qu'on vous les livre en moins de 30 minutes. C'est hyper simple. L'histoire, elle a commencé comment? C'est une histoire qui est assez incroyable et c'est une histoire qui est très récente. Will Shu est le fondateur de cette startup, de Deliveroo. Il a commencé à penser à ce concept en 2007. Il vivait à New York, il travaillait à New York, il travaillait tard, et il avait pour habitude de se faire livrer des repas. Mais comme beaucoup d'entre nous, il n'avait pas beaucoup de choix, c'était plutôt des sushis, des pizzas, voire des kebabs, pas beaucoup de diversité, donc pas beaucoup de qualité, pas énormément de transparence sur le service, est-ce que, à partir du moment que j'ai commandé, est-ce que ma commande est bien acceptée ou pas, des frais de livraison un peu chers, et c'est quelque chose qui le dérangeait, parce que c'est un foodie passionné, et il avait vraiment, c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Bon, et puis l'idée trotte dans sa tête, fait son chemin. Il est expatrié à Londres, il réitère l'expérience à Londres, il se fait livrer un plat, et là, expérience catastrophique. Alors, encore moins de choix, encore moins de transparence, des frais encore plus élevés. Il se dit, c'est pas possible. C'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Moi, j'ai envie de changer ce marché, et je vais proposer autre chose. L'histoire qui est assez incroyable, et on va voir les chiffres après, et ensuite comment on s'est développé, mais c'est qu'à partir du moment où il décide de le faire, ça va aller très très vite. Il contacte son ami d'enfance, Greg, qui est un développeur de génie, et à deux, il commence à se lancer dans l'aventure. Il crée l'entreprise en 2013 à Londres. On a un Greg qui code 3 applications, une pour les restaurants, une pour les livreurs, une pour les clients, tout seul avec ses 10 doigts, et un Will qui signe lui-même les premiers restaurants à Londres, va faire lui-même la livraison, le service client. Bref, ils font des choses qui ne scalent pas, mais qui leur permettent de comprendre ce qui se passe sur le marché et qui leur permettent de se rendre compte qu'il y a une évidence de marché. Et là, à partir de ce moment-là, les choses vont aller très très vite. Février 2013, la première livraison à Londres, dans un seul quartier, quelques restaurants, dans un quartier central de Londres. Depuis, donc on est en 2016, 3 ans après, on est passé de une ville et de quelques restaurants à plus de 100 villes qu'on couvre, en Europe et en Asie, Singapour, Melbourne, Hong Kong, Amsterdam, Madrid, Berlin, Paris, évidemment, Nantes, etc., dans 12 pays différents. On travaille avec plus de 10 000 restaurants et on travaille avec plus de 10 000 bikers en 3 ans. Et évidemment, pour le faire, il a fallu qu'on trouve des investisseurs et des accompagnateurs de renom. Et on les a, on travaille notamment avec, ceux qui nous accompagnent sont Index, Accel, Greenox et DST Global. Et on a été fondé de 200 millions de dollars l'an passé pour accélérer notre croissance. Donc, un gros développement. Moi, je vais vous parler de la France, parce que c'est un marché qui est aussi très intéressant. En France, on est arrivé dans un univers qui était extrêmement concurrentiel, où il y avait beaucoup de propositions, sur des propositions qui n'étaient pas forcément similaires, parce qu'il n'y avait pas forcément la même technologie associée, et des propositions qui étaient déjà très similaires et qui étaient implantées. En janvier 2015, j'étais dans un pub avec Will, et on était en train de se demander comment on va prendre ce marché, et en se disant, OK, il y a déjà du monde, donc déjà, est-ce qu'on va avoir une place? Et ensuite, on a un modèle qui est quand même assez disruptif, parce que nous, ce qu'on propose, c'est à des restaurants qui n'ont pas
de services de livraison, d'en avoir un et d'en avoir un clé en main. Donc c'est assez différent, et en permettant aux consommateurs qui passent par notre application d'avoir une transparence totale sur le parcours de livraison. Et on se dit, est-ce que ça va parler ou non aux Français? Donc on avait cette problématique. On réfléchit à comment le prendre, mais surtout on agit. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on peut parler de stratégie de développement, mais la réalité, c'est celle de l'exécution. Donc on s'y met assez vite. Janvier 2015, on incorpore, 3 mois après, le 7 avril 2015, la première livraison à Paris. Je m'en souviens parce que c'était un moment assez émouvant de voir le premier livreur avec toute l'équipe, 3 mois de travail pour préparer nos opérations, et cette première livraison qui arrive, ok, super, incroyable. Et là, c'est pareil. En à peine un an, l'histoire, elle va très 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 vite. On est passé de une ville, un quartier, donc une ville Paris, un quartier dans Paris qui était assez central, quelques restaurants, à aujourd'hui une couverture de plus de 40 villes. C'était il y a un tout petit peu plus d'un an. On est dans plus de 40 villes, on est dans 10 métropoles majeures, que sont Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux, Nice, Toulouse, on vient d'ouvrir Marseille, et on continue. Et on le fait en travaillant avec des restaurateurs et des cyclistes, évidemment, et on est passé d'un restaurant à plus de 2000, d'un cycliste livreur à plus de 3000. Tout ça en un an. Ce qui nous a permis de fêter notre anniversaire en avril dernier en célébrant plus d'1 million de commandes en un an. Donc c'est quand même une belle, grosse machine qui va très, très, très vite. Comment on arrive à faire ça? Ça, c'est la question qu'on nous pose très, très régulièrement. Et c'est quoi la sauce secrète derrière? Qu'est-ce qui se passe? Comment on arrive à scaler un business comme ça? Alors très franchement, ce que je vais vous raconter, c'est pas rocket science, c'est des ingrédients assez classiques, mais la réalité, c'est que c'est vraiment un vécu chez nous. C'est le fait de l'appliquer, d'exécuter qui fait la différence. Donc je vais vous parler de 5 choses qui me semblent importantes. La première chose, c'est qu'on a un produit qui est incroyable. Et ça commence par le produit. Il y a une évidence de marché, on a une évidence de marché et un besoin auquel on répond pour chacune des parties prenantes de notre marketplace. Je vais rentrer dedans dans le détail tout à l'heure. On associe à ce produit un service vraiment d'excellence. On est complètement obsédé tous les jours, toutes les heures, par la satisfaction du client. C'est extrêmement important, on ne pense qu'à ça. Évidemment, c'est bien d'avoir un produit, c'est bien d'avoir un super service, mais la réalité derrière, c'est les gens qu'il y a derrière ce service et qui font que ça marche. Et donc, il faut scaler une équipe. En France, on est passé de 1 salarié, moi, à plus de 100 personnes aujourd'hui. Ça fait beaucoup de monde. Et comment on fait pour scaler une équipe comme ça en un an et avoir toujours une équipe qui performe, mais surtout qui est heureuse, malgré tout? Donc, je vais en parler un petit peu. Évidemment, on s'inscrit dans une logique qui est long terme. On n'est pas là pour faire juste de l'attraction, on est là pour devenir le leader mondial de notre marché. Clairement, c'est notre ambition. Et pour le faire, ça demande d'être extrêmement clair et de ne jamais transiger sur des fondamentaux de management. Et de management de la performance et de la rentabilité, notamment. Donc je vais en parler. Et la dernière chose, c'est que quand on est une start-up, même si elle est très récente, on est dans une obligation d'innovation continue. On ne peut pas se reposer sur ses lauriers, il faut continuellement aller chercher des nouvelles choses, tester, c'est du test and learn, systématique. Donc on est vraiment sur je dirais que ces 3 ingrédients, ils peuvent peut-être vous donner des indications sur la sauce secrète qu'on a. Alors, si on regarde le produit, c'est simple, on met en relation, on est une marketplace, et on met en relation 3 parties prenantes. Des restaurateurs, avec des clients. Ces clients vont pouvoir se faire livrer donc, les plats de ces restaurants, je vais revenir dessus, et ils se les font livrer parce que derrière, on a une flotte de livreurs qui fait cette livraison. Le produit, c'est une application pour chacune de ces parties prenantes et qui répond à un besoin qui est très clair pour chacune d'entre elles. Quand on regarde le client, moi je suis mon premier client, j'ai faim. Imaginons qu'on est un vendredi soir ou un dimanche soir, j'ai faim, j'ai pas forcément eu le temps de faire les courses, j'ai rien dans le frigo, mais par contre j'ai envie de bien manger. J'ai envie de bien manger.
Ce que je fais, c'est que je vais aller sur mon application Deliveroo et là, je vais accéder à un service qui est hyper simple. Je vois une sélection de restaurants qui correspondent aux restaurants qui sont dans mon quartier. Je vais accéder à leur menu en ligne. Je vais faire une commande en quelques clics. Je vais commander. Je vais voir un temps qui m'est annoncé de livraison et en moins de 30 minutes, je vais avoir un plat qui est bon, qui est chaud, qui est bien préparé, qui est au pied de chez moi et que j'ai plus qu'à déguster. Entre-temps, j'ai pu suivre sur un GPS, un tracking GPS, tout le parcours du livreur. Bon, ben ça répond à mon besoin. On a répondu à un besoin qui était simple, c'est « Ok, j'ai faim dans très peu de temps et j'ai envie d'un plat de qualité. » Et quand je commande, j'ai envie d'être sûr que ce plat, je comprends où il est et pas de payer des frais de livraison qui sont démentiels. Chez nous, c'est 2,50 €. Donc voilà, on répond à un besoin qui est assez simple et avec un produit qui est hyper simple, qui ne fait pas tout, mais qui fait déjà très très bien ce qu'il a à faire. Pour les restaurateurs, ce qu'on leur propose et ce qu'on leur permet, c'est d'avoir un service de livraison clé en main. Attention, ce qu'on permet de faire, c'est vraiment, et c'est là où on disrupte le marché, c'est qu'on permet à des restaurants qui ne proposaient pas la livraison avant de livrer leurs plats. Et comment on le fait? On arrive en fait avec un service qui est clé en main, et qui leur permet d'avoir une tablette, une imprimante, de mettre en ligne ou non leur restaurant, de choisir ou non les plats qu'ils mettent en ligne le jour où ils sont justement ouverts, et ils n'ont à faire que ce qu'ils n'ont toujours fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer leur habitude. Donc, il y a une commande qui arrive, ils l'acceptent, un petit ticket sort, ils le mettent en cuisine, ils font tout ce qu'ils ont toujours su faire, c'est-à-dire leur cuisine, et nous, on envoie un livreur au bon moment qui prend la commande et l'amène chez le client. Et ça, pour le restaurateur, c'est hyper intéressant parce que ça lui permet d'avoir des revenus incrémentaux qu'il n'aurait jamais eu avant sans nous. Et ça lui permet de le faire de manière totalement indolore. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de faire des trucs à côté qu'il n'avait pas l'habitude de faire. Lui, il a besoin de se concentrer sur ce qui compte le plus, c'est la qualité de son plat. Donc, on a ce produit. Et pour notre flotte de livreurs, on a un produit qui est hyper simple, qui est une application, qui leur permet de manière très très rapide de comprendre où est le plat, de l'amener juste au client sans se poser de questions. Et pour beaucoup de personnes, on travaille avec 3000 personnes aujourd'hui en France, c'est un moyen d'avoir un revenu complémentaire, ou pour certains d'en faire leur propre métier, et d'avoir des revenus qui peuvent être significatifs et de le faire en se faisant plaisir, notamment en faisant du vélo. Pour beaucoup de gens, par exemple notamment des étudiants, ça parle beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui préfèrent faire ça que par exemple faire des heures de nounou. Voilà. Donc on a vraiment un produit qui correspond à un besoin des trois parties prenantes et c'est un produit qui est extrêmement simple et où du coup il y a une évidence. Bon, un produit. Derrière ce produit, on a un service. Et ce service, pour nous, la manière dont on le pense, c'est qu'il doit être excellent. Je vous l'ai dit, on est complètement obsédé, tous les jours, par la satisfaction de nos clients. Comment on s'assure de cette satisfaction? Alors la satisfaction, pour vous donner un chiffre, de nos clients aujourd'hui, elle est de 98%. C'est énorme, c'est énorme. C'est beaucoup de travail derrière. La première chose qu'on fait, c'est qu'on investit vraiment dans notre service client. Et notre service client, il est ouvert 7 jours sur 7, de 8h jusqu'à 23h. Il est joignable par mail, par chat, par téléphone. Et la priorité pour nous, c'est de faire en sorte que si il y a une question, si il y a un aléa, on soit là pour permettre à nos clients d'être rassurés sur le fait que ça va bien se passer et que ça se passe bien. On n'accepte pas les retards. On s'engage sur des temps de livraison. Si ces temps de livraison ne sont pas respectés, on va appeler le client en amont, on va lui envoyer un SMS, on va le prévenir et on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Si jamais, et ça peut arriver, il y a quand même un aléa, on s'engage toujours sur un geste commercial. Et c'est tellement important que tout le monde y participe. Je vais vous donner une anecdote. Au tout début de nos opérations, donc on ne maîtrisait pas encore complètement notre modèle, donc ça arrive parfois de se planter, et c'est normal, et heureusement, dans une start-up. Et donc on a eu un gros plantage un jour. Bon, évidemment, et c'est évident dans notre culture, c'est que ce jour-là, c'est moi personnellement qui ai pris mon mail et qui ai écrit au client qui était insatisfait. Et on ne peut pas le concevoir autrement parce que
encore une fois, la satisfaction client, pour nous, elle est clé. Donc c'est une évidence, on se le dit souvent, c'est assez classique, mais ce qui fait la différence, c'est de l'exécuter et d'y passer beaucoup, beaucoup de temps et d'attention. Un service, une équipe. Ben oui, évidemment, c'est bien d'avoir un modèle vertueux qui marche pour beaucoup de parties prenantes, mais derrière, il faut du monde pour que ça marche bien. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans notre cas, notamment en France, l'équipe, comme je vous le disais, elle a grandi de manière extrêmement rapide. Un salarié en janvier 2015, plus de 100 aujourd'hui. Comment on fait pour assurer le service qu'on a, pour assurer la croissance qu'on cible et faire en sorte que cette équipe, malgré le fait qu'elle ne se connaisse pas et que le temps est extrêmement compressé, elle vive bien, elle soit heureuse et qu'elle vive son rêve de start-up. Bon, pour moi, il y a 2-3 choses. Alors, je l'ai résumé dans une phrase. J'ai dit, ce qui compte, c'est de recruter des talents, et je vais revenir sur chacun de ces mots-là. Recruter des talents, faire en sorte qu'on les aligne par des valeurs, avant de les aligner par de la performance, faire en sorte qu'ils soient empowered, donc faire en sorte qu'ils aient vraiment de l'autonomie, on va revenir dessus, les driver de manière hebdomadaire par des chiffres, et in fine, et ça c'est très très important, faire en sorte qu'on construise ensemble des souvenirs. Alors des talents, si je reviens dessus, c'est quoi dans un environnement comme le nôtre, surtout au tout début d'une histoire, quand on est 1, 2, 3, 4, 5, et ça. C'est pas forcément les rockstars auxquels on pense, qu'on fait les meilleures études, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de recruter des gens qui sont passionnés, qui sont dans un profil couteau suisse. Parce qu'il va falloir qu'ils évoluent de manière très, très rapide avec l'entreprise. Donc, ils vont forcément changer de rôle, il faut qu'ils soient polyvalents, et ça m'intéresse beaucoup plus, qu'ils soient self-driven. C'est beaucoup plus intéressant que quelqu'un qui arrive avec déjà des cadres, des préformats dans la tête. On n'a pas besoin de ça. En revanche, quand on a commencé à scaler, et qu'on arrive à des phases où là, on a quand même quelque chose de très gros à gérer, là, il faut recruter des experts. Là, il faut recruter des gens qui ont vraiment une seniorité, une profondeur d'expertise. C'est ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, c'est ça, pour moi, le type de personne qu'on recherche et qu'on a recherché en fonction des phases dans lesquelles on était. Évidemment, quand on a ces personnes-là, et puis l'équipe continue de grossir, il faut faire en sorte qu'elles soient alignées sur les mêmes objectifs, sur les mêmes valeurs. C'est extrêmement important. C'est la première chose que j'ai faite et que j'ai définie notamment avec Will avant de recruter notre premier salarié. Pourquoi ? Parce qu'on peut demander à des gens tout et n'importe quoi. Les valeurs, c'est le seul élément, c'est le premier élément qui permet de comprendre le pourquoi on fait les choses. Pourquoi on est en train de créer ça ensemble ? Qu'est-ce qui nous drive au quotidien avant de penser aux chiffres, au comment, au qu'est-ce qu'on a à faire ? C'est pourquoi. Pourquoi je fais ça ? Alors, les valeurs qu'on avait définies à l'époque, elles étaient très très simples. Elles peuvent changer avec la croissance, on va les retravailler, mais je vais vous les donner. C'est soyez experts, donc c'est de l'expertise, du focus, de la sincérité ou transparence et de l'humilité. Soyez experts de vos sujets. Vous venez ici, vous travaillez avec les restaurateurs, vous travaillez avec des bikers, vous travaillez avec les clients, vous devez connaître votre sujet, mais l'expertise, ce n'est pas forcément celle que vous avez, c'est celle surtout que vous allez construire et adapter avec cet univers Deliveroo. Et c'est une expertise que vous allez devoir continuellement travailler parce qu'on ne peut pas se reposer sur nos lauriers puisque l'aventure, elle est écrite à vitesse grand V et donc il faut pouvoir se mettre à jour continuellement. Soyez focus. C'est une start-up, on ne peut pas tout faire en même temps. Donc il faut absolument se concentrer sur les bons sujets, ceux qui créent véritablement de la valeur. Il faut prioriser. Ça ne m'intéresse pas d'avoir des gens qui font beaucoup de choses mais qui ne font pas les bonnes choses. L'équipe le sait, on travaille comme ça depuis le début, on se concentre et c'est pour le bien-être de tout le monde. On est vraiment, je parlais de transparence, dans un rapport hyper flat. Il faut se parler, il faut se dire les choses. Il faut célébrer les choses qui vont bien, il faut célébrer les choses qui vont mal. C'est plus important de savoir quand il y a un problème et de soulever ce problème plutôt que de le cacher. Le problème serait de ne pas connaître ce problème, justement. Donc on se dit les choses, on est hyper transparent, c'est très très flat. Et puis, la dernière valeur, c'est au-delà de cette transparence, c'est rester humble. On a une grande aventure, on essaye d'écrire une histoire qui est très ambitieuse.
Cette histoire-là, on en est très très loin, c'est-à-dire qu'on fait des trucs géniaux, c'est super, on peut s'en réjouir, mais gardons les pieds sur terre et faisons en sorte de se remettre en question régulièrement pour toujours faire un peu mieux, parce que c'est l'enjeu aussi, on veut toujours faire un peu mieux. Donc des gens qui sont les bonnes personnes, qui sont alignées sur des valeurs, celles que je vous ai données, qui sont empowered, donc à qui on peut vraiment déléguer. C'est extrêmement important de prendre le risque de déléguer, de se planter. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas valider que les personnes avec lesquelles on travaille sont les bonnes, et si on ne fait pas ça, surtout, on ne leur permet pas de révéler totalement leur potentiel. Donc, nous, on le fait tout le temps, et on prend des risques là-dessus. Ces personnes-là, elles sont empowered, on se met des objectifs, on est dans un univers de start-up, la start-up, c'est la croissance, c'est de la croissance hebdomadaire, on se fixe des objectifs, on essaye de les tenir, et on fait en sorte, toutes les semaines, d'être aligné par rapport à ces objectifs. C'est très important de driver par les chiffres également. Et puis la dernière chose, c'est qu'il faut qu'on ait une équipe qui vive bien, et donc on se construit des souvenirs. Les souvenirs, en un an, évidemment, il ne faut pas qu'ils soient factices, donc c'est vraiment du vécu. Je vais vous donner 2-3 exemples. Nous, ce qu'on fait toutes les semaines, c'est qu'on va avoir un lunch tous ensemble. Donc tous les vendredis, toute l'équipe se réunit, et on va se faire livrer les plats, on les teste ensemble, on en parle, on s'amuse, il y a de la musique, voilà. On célèbre les succès, on va faire la fête ensemble. Bon, des trucs assez classiques. On célèbre aussi les échecs. Donc il y a 3 semaines, on s'est planté sur un truc, on n'était vraiment pas content, c'est pas grave. On a sorti une bouteille de champagne le lundi à 10h en kick-off, et puis on s'est dit, bon, on le fait, on boit ensemble, parce qu'on apprend un truc de ça, et ça ne se reproduira pas. Donc voilà, on est dans ces choses-là où on crée beaucoup de souvenirs ensemble continuellement, et c'est fondamental pour faire en sorte que la croissance qu'on cherche, elle puisse être véritablement actionnée par les personnes qui la portent, quoi. Très rapidement, donc, un produit, un service, une équipe, on est également dans une logique long terme. On a cette ambition et cette envie de devenir le leader mondial de notre marché. C'est très bien l'attraction, mais l'attraction pas à tous les prix. Et on fait en sorte de regarder de manière extrêmement précise les retours sur investissement des initiatives qu'on fait. On a une approche qui est héroïste. Et c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas lever 200 millions de dollars et se dire « Ok, bon, c'est bon ». Une levée de fonds, c'est pas une fin en soi. C'est un moyen d'accélérer une croissance. Tout ce qu'on fait, on le fait avec cette logique où on regarde nos chiffres continuellement. On investit dans la business intelligence, c'est-à-dire que vraiment on passe beaucoup de temps à comprendre nos KPI, à comprendre nos métriques, à regarder ce qu'on peut améliorer, sans avoir peur d'investir, sans avoir peur de tester, mais en le faisant toujours avec une approche qui est assez scientifique et chiffrée. C'est très important pour poser des fondamentaux qui sont extrêmement clairs. C'est la même chose pour des process. Quand on ouvre des villes, 40 villes ouvertes en moins d'1 an, c'est énorme. Comment on le fait ? On le fait parce qu'à un moment donné, il faut processer. Il ne faut pas réinventer la roue tous les 4 matins. C'est extrêmement important de documenter, de se donner des guidelines et d'avoir en tête une autoroute où il n'y a plus qu'à exécuter. Exécuter, exécuter, exécuter. La réalité, c'est celle de l'exécution, qu'on drive par les chiffres. Et un dernier point, on a un produit, un service, une super équipe et un drive aussi où on s'inscrit dans le long terme. Il faut innover. Une start-up, c'est par définition aussi une entité qui innove. Donc il y a plein de choses qu'on essaye de faire. Je vais vous donner un exemple, ou 2-3. On peut innover sur de l'existant, donc par exemple faire ce qu'on fait, mais sur des horaires un peu plus longs. Donc on avait commencé en faisant 2 shifts, entre midi et 14h, 19h, 23h. Aujourd'hui, on livre de 8h à 23h, ce qui nous permet évidemment de proposer des types de cuisine qui sont très différents. Les petits déjeuners le matin, par exemple. C'est assez innovant, c'est sympa, ça plaît à beaucoup de gens. Un autre élément sur lequel on innove, c'est le type de segment de clients auquel on s'adresse. On a commencé sur un segment qui était très B2C. Aujourd'hui, depuis janvier notamment, on a lancé le B2B. Donc on a une entité qui s'appelle Deliveroo for Business et qui a proposé un service avec des fonctionnalités très particulières et qui sont dédiées uniquement aux entreprises. C'est important de continuellement innover.
On peut innover en allant tester des nouvelles localisations. Et je vais terminer par cet exemple. Demain, on va lancer Arcachon. C'est intéressant, c'est rigolo. On va le faire pendant 2 mois parce qu'on pense que c'est important d'apprendre de ce type de station balnéaire et de voir si on peut lancer en fait notre business en mode éphémère pendant 2 mois. Et un dernier point, il y a quelque chose qu'on a lancé à Londres, qu'on va certainement lancer prochainement en France, ça s'appelle Roubox. On va faire ça. Pardon ? On va terminer avec ça? Je termine avec Roubox tout de suite, qui est une cuisine portative type cargo qu'on va pouvoir mettre n'importe où, notamment dans des zones où il n'y a pas beaucoup de restaurants et qui va nous permettre de proposer des livraisons totalement différentes dans des zones où ils n'étaient pas avant. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Adrien. Merci.